pas qui est important. Ce qui serait important, c'est de savoir si nos institutions sont vivantes. Et moi, je voudrais vous poser la question, si j'ai été juste dans ma perception, si vous pensez que nos institutions sont vivantes, honorable. Nos institutions ont un problème. Et justement, elles ne vivent pas. Pour le cas de la vacance, puisque vous le dites, au moins deux choses. La première, c'est l'encadrement du séjour du chef de l'État à l'étranger. Actuellement, il y a un vide juridique que révèle justement tout le débat autour de ce qu'on appelle maintenant séjour prolongé. Donc, il y a nécessité que du point de vue institutionnel, que le problème soit réglé, que l'on encadre cela. Combien de temps un chef d'État est-il habilité à séjourner hors des frontières nationales pendant l'exercice de son mandat? Ça, c'est un problème qu'on doit pouvoir régler institutionnellement. Et puis, un deuxième élément, c'est celui, on en parlait en tout début, comment on fait maintenant s'il y a vacances? Voilà, puisque c'est le vice-président, s'il y a un empêchement définitif, c'est le vice-président qui doit saisir le Conseil constitutionnel. Le vice-président n'existe pas. Comment une institution peut-elle être vivante alors qu'elle ne figure que dans la Constitution? Et elle a une compétence exclusive parce qu'en dehors de lui, personne d'autre ne peut le faire. Donc, toute une compétence exclusive, comme la saisine du Conseil constitutionnel, ne repose que sur un vice-président qui lui-même n'existe que dans les écrits de la Constitution. Si c'est pas mort, là, on dira quoi? Donc, ce n'est que deux exemples que j'ai pris en rapport avec le sujet en débat. Hein. Donc, il y a forcément, absolument nécessité de faire quelque chose. Merci, merci, honorable. Alors, si nous constatons que les institutions sont mortes, quel est l'intérêt de la société de continuer à croire et à supporter, à accepter ces institutions, honorable? Non, le débat n'est pas de quelle est la nécessité de croire ou de ne pas croire. On est dans un contexte étatique et les institutions sont de deux ordres. Vous avez les institutions électives et les institutions non électives. Les institutions non électives sont assurées par ceux qui exercent, qui occupent ou qui incarnent les institutions électives. Puisque c'est quand vous avez élu le président de la République que lui va nommer des gens qui, eux, ne sont pas élus. Donc, c'est le peuple qui décide de tout cela. Donc, le débat n'est pas sur la nécessité ou pas. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Et vous allez voir que c'est une manie chez moi. C'est par là, d'ailleurs, qu'on a commencé l'échange aujourd'hui avec Why Not, si je ne me trompe. C'est que pourquoi agir dans un sens ou pas dans l'autre. Vous verrez que en 2017-2018, j'ai attiré l'attention des gens, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai commencé au Cameroun, sur l'inscription sur les listes électorales alors qu'on parlait du code électoral. Souvenez-vous lorsque j'avais dit que la révision du code électoral n'est pas la panacée. Vous vous rappelez? Tout à fait, honorable. On a failli me trucider dans ce pays parce que je disais que ce n'était pas la panacée et que je disais que le plus important c'était de voter massivement. Par la suite, on m'a donné raison, non? Je ne vais pas dire que j'ai toujours raison. Comme tout humain, je me plante. Et grave, des fois. Vous avez raison. Je dis que sur ce coup-là, non, c'était au peuple de prendre ses responsabilités. Tout comme je vous dis que là, maintenant, on est tous en train de parler de vacances, pas vacances. Prenez l'affaire par le bout que vous voulez. Ça va se terminer au même point. C'est que le peuple devra décider. Donc, on est là dans une situation. Monsieur le guerrier est quand? C'est pas vraiment ce qui est écrit, c'est Novlangue qui est écrit. Mais j'ai entendu guerrier et quand. Sur Monsieur le guerrier et quand, sachez que il y a encore des gens qui sont, même là où on est là maintenant, en train de nous écouter, qui sont au Cameroun et qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et qui se trouvent des raisons de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Quand viendra le moment de voter, certains ne vont même pas voter. Si vous ne vous levez pas, Monsieur le guerrier, vous êtes au Cameroun? Non. Si. Non. Mais si vous avez déjà vécu l'élection au Cameroun, moi j'ai vécu l'élection aux États-Unis. Le jour de l'élection de Donald Trump, j'étais aux États-Unis. Et j'ai constaté quand j'allais accompagner certaines personnes chez qui je vivais voter, que ce jour-là, les gens sont allés au travail le matin tranquillement. Certains allaient voter à la pause. Et d'autres allaient voter quand ils avaient fini de travailler. Je me suis dit, mais si dans un pays comme les États-Unis, on vote, pendant le jour du vote, les gens vaquent normalement à leurs occupations. Pourquoi au Cameroun,
on interdit aux motos de circuler, on interdit aux taxis de circuler, on ferme tout. Et bien, j'ai compris pourquoi. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas voter le jour du vote simplement parce qu'il n'y a pas les taxis? Et que, mais oui, en fait, son bureau de vote est éloigné de sa maison. Tout à fait, tout à fait. Et le jour du vote, il n'y a pas de taxi. Et il se réfléchit que je vais me taper des kilomètres à pied juste pour aller voter, ben je ne vote pas. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, si on ferme tout ce jour-là, c'est fait à dessein. C'est pour que les gens ne votent pas. Quelqu'un me disait tout à l'heure que voilà donc des sujets sur lesquels les partis d'opposition doivent pouvoir se mettre ensemble. Parce que même si on dit que c'est un jour férié, comme la loi lui dit, la loi dit que c'est un jour férié. Mais même parce est-ce que le jour férié, les taxis ne circulent pas? Sur la base de quelle loi au Cameroun on interdit aux taxis de circuler le jour du vote? Alors que la non-circulation des taxis est un frein à la participation électorale. Voilà les réalités de cette affaire. Mais si, ça veut donc dire qu'actuellement, le citoyen qui veut absolument que ça change doit faire un don de lui-même. Peut-être accepter de se taper des kilomètres à pied pour voter, accepter de bosser bénévolement pour le parti de son choix, pour que le vote soit surveillé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, j'y crois, monsieur le guerrier Khan, et je continuerai à m'adresser au peuple, y compris dans des moments comme ceci, dans des exercices comme ceci. Levons-nous et que chacun fasse sa part. Dois-je encore vous rappeler la fable de Colibri. Du colibri? Un jour, il y eut un incendie de forêt et tous les animaux se mirent à courir de part en part. Puis, un colibri, l'un des plus petits des oiseaux, aperçut une mare d'eau avec son petit bec entrepris de puiser un peu d'eau et de verser sur l'incendie gigantesque. Un tatou passant par là, le tatou c'est un fauve amérindien, en fut agacé et lui demanda, mais petit colibri, que fais-tu là avec ton petit bec? Jamais tu ne pourras éteindre l'incendie. Et le petit colibri le regarda et répondit, je sais, mais je fais ma part. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Merci à vous. Merci, guerrier Khan. J'espère que c'est fini, hein, la bagarre dans les réseaux sociaux. Non, moi je bagarre pas. Je vous ai dit que je suis un critique honorable et c'est pour la critique constructive. Voilà, merci. Qui là? C'est vous qui avez la parole. Fouma, excusez-moi. Fouman Chi. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur Fouman. Oui, c'est un plaisir de vous avoir en ligne aujourd'hui. C'est peut-être la 3e ou la 4e fois. Bon, là, c'est pas physiquement, mais je vous ai déjà rencontré plusieurs fois. Ok. La dernière fois, c'était à Paris lors de la campagne, à l'hôtel. Voilà. À Levallois. Voilà, c'est ça. C'est là-bas que les meetings se font toujours. Oui, c'est ça. Donc, je suis très content et je voudrais vous dire merci pour le temps que vous prenez pour édifier, pour apporter de la lumière sur le projet auquel moi je crois. Donc, je voudrais vous dire merci pour ça. Et aussi merci par rapport au recadrage que vous avez fait tout à l'heure sur le fédéralisme communautaire parce que ça va un peu dans tous les sens. Et du coup, revenir de temps en temps dessus comme vous le faites, c'est important. Ma question c'est pas une question parce que les autres ont déjà évoqué cela précédemment, notamment la question sur la coalition au niveau des élections locales qui s'approchent. Vous avez déjà répondu à cette question-là. Je vais juste faire une petite bifurcation pour parler justement du recadrage sur le fédéralisme communautaire dont vous avez fait part. Une fois sur un plateau télévision, j'ai suivi un des cadres du parti, je pense le docteur Bitouka, quelque chose comme ça. Docteur Bitouka, le président du bureau politique. Oui, c'est ça. Donc il a fait, je sais pas si c'est une amalgame ou c'était fait sciemment, mais c'était à STV, il disait il y a des immigrés à Douala. Il parlait des Camerounais d'autres régions.
moi j'ai trouvé que c'était trop dur, c'était pas juste. Et je sais pas quel est votre avis par rapport à à ce fait-là voilà, parce que nous sommes dans une période de notre pays charnière où on doit éviter les stigmatisations. Donc je sais pas, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Alors, je crois que j'ai vu ça circuler effectivement dans les réseaux sociaux. Bon, d'abord, mais je crois d'ailleurs que ce jour-là, il lui a été opposé une forme de résistance, hein, lorsqu'il a évoqué le terme immigré, parce que, alors, un immigré, c'est quelqu'un qui va s'installer dans un pays autre que celui où il est né. C'est ça, un immigré. Oui. Si vous êtes en France, on dit de vous que vous êtes un immigré. Ça a du sens. On pourrait le dire de Sophie, on pourrait le dire de White, on pourrait le dire de beaucoup de certains d'entre vous. D'abord, c'est pas insultant. Je crois que c'est un terme qui désigne juste la personne qui va s'installer dans un pays autre que celui de sa naissance ou de sa nationalité. Et je crois que d'ailleurs, ce jour, je crois, quand j'ai vu le truc circuler dans les réseaux sociaux, les gens lui disaient, oui, mais on peut pas parler d'immigrés au sein d'un pays. Et je crois que ceux qui lui opposaient ça avaient raison, parce que moi, ayant travaillé d'ailleurs au Grand Dialogue National sous la présidence du feu cardinal Christian Toumi, dans la sous-commission en charge des déplacés internes, vous voyez, donc on parlait même des gens qui, contraints pour des raisons de crise, de se déplacer de chez eux pour aller dans d'autres régions, on ne les appelle pas immigrés, on parle de déplacés internes. Donc je crois que c'est l'idée que le président du bureau politique a voulu en réalité transmettre ce jour-là. Bon, il a pris le terme immigré, pas au sens que je viens de le donner, mais au sens de migration. C'est-à-dire que vraiment au sens générique de migration, qu'il y a des gens qui sont partis de chez eux et qui sont venus s'installer ailleurs. Et en lui disant, il voulait rejoindre l'idée selon laquelle quand vous partez de chez vous pour vous installer ailleurs, vous devez épouser les valeurs, les cultures, les traditions, les réalités du pays où vous vous êtes installé, donc du lieu où vous vous êtes installé. Je crois que c'était ça l'idée. Donc moi, je vous rejoins sur un point. Le terme immigré peut, à première vue, et ce serait logique, paraître choquant, parce que quand vous dites immigré à quelqu'un qui se déplace dans son propre pays, c'est vraiment, c'est-à-dire là on commence à voir les frontières, on commence à voir tout ce qu'il y a autour de ça. Et pour vous qui vivez dans des pays où parfois l'extrême droite véhicule des choses pas très correctes, ça peut être mal interprété. Mais moi je pense qu'il voulait juste parler des gens qui partent de là où ils sont nés, où ils ont leurs racines, pour s'installer ailleurs. Et que lorsqu'on va donc s'installer ailleurs, c'est que rejoint donc un peu l'idée du fédéralisme que rejoint l'idée du fédéralisme communautaire, c'est que cet ailleurs-là, on s'intègre. C'est pour ça que nous, on emploie davantage le terme d'intégration nationale. C'est d'ailleurs, je crois, un chapitre de l'ouvrage. Donc voilà ce que j'en pense. D'accord, merci pour la précision, honorable. Un autre point dont je voudrais qu'on en discute un peu. Je sais pas, c'est quoi l'objectif des municipales et législatives? Qu'est-ce qu'on vise exactement en termes de chiffres? Si vous avez déjà fait ce travail-là, je sais pas. Oh, écoutez, si au niveau des législatives, donc à l'Assemblée nationale, on pouvait déjà avoir, en toute modestie, partant de 5 députés, donc on fait x3, on a même un groupe parlementaire, on aura beaucoup avancé. Parce qu'un groupe parlementaire, c'est 15 députés propres. Si au niveau des communes, partant de 7 en 2020, on passe même à... Il y en a 365 au Cameroun. Si on part de 7, même à 50, on aura beaucoup avancé. Donc, je suis conscient que nous sommes un parti en construction,
On a traversé 2 ans pratiquement de persécution gouvernementale, avec les interdictions, on ne pouvait pas fonctionner, on est allé aux élections, on est sorti des élections un peu assommés par les résultats. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tant les 3% officiels qui m'ont assommé, mais c'est les 10% qui se profilaient là, et je m'attendais quand même à ce que on fasse beaucoup plus que les 10% que nos 21 000 PV nous donnaient. Maintenant, voilà, on s'était beaucoup épuisé à la tâche, mais maintenant, on se relève peu à peu, quoi. Nous ne sommes que des humains, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, on se relève et on repart au taquet. Donc, j'espère, si on peut faire entre une 50aine et une centaine de mairies, ce serait le Graal, hein. Et 15 députés, ce serait déjà ça. D'accord, merci. Honorable, je voudrais préciser que Mais j'ai mon secrétaire national à l'organisation et aux relations publiques, M. Jean-Louis Batoum, qui a fixé au démembrement du parti l'objectif de 100 députés. D'accord. Non, 100 communes, 100 communes, 100 communes, c'est 100 communes, pas 100. Oui, je voudrais préciser que moi, personnellement, je vous suis depuis 2017. On a commencé les réunions, j'étais encore à l'université de Douala. On faisait les réunions dans les salles, c'était 11 millions d'inscrits. Ensuite, après, citoyens, et ainsi de suite. Après, on a créé le comité de Douala 5e qui se tenait à Makepe. Donc, j'ai fait tout ça avant de venir ici. Donc, j'ai fait mes classes dans le chaudron, dans la Galdou. Donc, je suis très fier de mon camarade. Ça, c'est les anciens. Oui. Bonne soirée. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui a été là au début. Parce que vous qui avez vécu ça au début, vous êtes bien placé pour... c'était la réaction de Tanguy tout à l'heure. C'est-à-dire que quand toi, tu sais comment on a commencé et que tu lis et entends tout ce qui se dit sur nous... Tu es juste dépassé, quoi. C'est dur parfois. Ouais, c'est quand même dur, mais bon, on fait avec. Ok, ben écoute, on est ensemble, comme on dit. Je viens de lire M. Lionel Ebé qui dit 100 communes avec la commune de Yaoundé 4. Et lui-même ajoute au je crois l'avoir lu. Merci. Ok, nous passons la parole à qui est là déjà avant Bobé et Dash. Pardon, il est déjà 1h du matin. Soyez... Oui, chez vous là-bas, oui, c'est 1h du matin. Chez nous, ici, c'est minuit. Oui, Oumar. Axel, Asia, hein? Bonsoir tout le monde et particulièrement... Je sais qu'on doit être ensemble quelque part. Soyez bref, s'il vous plaît. Je sais qu'on doit être quelque part ensemble à 9h, donc... Est-ce que vous me recevez? Oui, monsieur Oumar, allez-y. Et bonsoir, honorable, et bonsoir à tous les présents ici, à tout le monde. Déjà, merci pour l'opportunité. Je vais dire, c'est une première, peut-être de m'adresser directement à vous, à travers TikTok. Bien sûr, je crois qu'avec sur Facebook, on a eu assez parlé quand même, je pense, à un moment donné. Okay. Et là, aujourd'hui, je peux peut-être avoir une série de questions. Peut-être je peux être un peu long, j'espère que le temps nous permettra. Ma première, je veux demander... Alors, une seconde. Personnel. Une seconde. Okay. Juste une seconde. Okay. Il y a Nicolas Ouya qui ne cesse de dire question sans caméra. Nicolas, vois avec Sophie Wynot et les autres, Julio, s'ils peuvent le permettre, peut-être à la fin des fins. Mais là, il y a un protocole qu'on essaie de respecter. Allez-y, monsieur Oumar. Oui, je disais, j'ai une première question qui va s'orienter vers l'offre politique du PCRN, qui aujourd'hui est beaucoup plus définie sur le projet du fédéralisme communautaire. Bon, moi personnellement, je crois, ayant suivi vos différents mouvements, vos différentes sorties lors de la campagne précédente de 2025, il y avait beaucoup d'autres projets qui étaient expliqués hors du fédéralisme communautaire, mais aujourd'hui, le PCRN s'est défini de façon, je vais dire, globale, si vous me permettez l'expression, comme si une formation qui proposait que le fédéralisme communautaire, que malheureusement, les Camerounais, beaucoup parmi eux, dont je suis parti aussi,
n'arrive pas à saisir peut-être la quintessence ou alors la portée même de l'idée. Donc il y a trop de confusion et tout. Et qu'au final, aujourd'hui, le PSRN se résumerait seulement autour du projet du fédéralisme communautaire. Je veux dire par exemple, supposons qu'aujourd'hui le PSRN devient le parti au pouvoir et qu'au final, il décide de ne pas implémenter le fédéralisme communautaire. Quelles seraient les autres propositions du parti au profit des Camerounais? Ça, c'est ma première question. Oh là là, il y aurait beaucoup d'autres choses. Alors, il faut qu'on se comprenne. Je crois capter, M. Oumar, ce que vous dites. Oui, nous parlons du fédéralisme communautaire parce que le fédéralisme communautaire est la structuration de l'État. Parce que nous pensons qu'il faut changer la forme de l'État. Donc, nous parlons du fédéralisme communautaire lorsqu'il faut changer la forme de l'État. Et comme je le dis encore, ce n'est même pas un bouleversement extraordinaire, hein, M. Oumar. Vous vivez au Cameroun? Non, pour le moment, non. Ok, mais vous connaissez le Cameroun. Oui, donc, vous comprenez très bien hein, ce qu'on appelle bouleversement là. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 360 communes, 58 départements et 10 régions. On est d'accord? Oui. Et nous, on enlève les 10 régions. On reste seulement avec les 360 communes et les 58 départements. Et on change les noms des départements, on les appelle les régions. Oui. C'est tout, hein? Bon, moi, je comprends peut-être dans la forme. Les départements deviennent 58 régions et on autonomise dans ces régions-là pour que tout le reste qu'on va donc faire prenne ancrage dans les réalités des communautés. C'est tout. Mais plein d'autres choses qui se greffent donc à ça vont se faire, M. Oumar, pour répondre à votre question. L'assurance santé que nous voulons faire, par exemple, rendre les soins de santé gratuits en faisant un recensement et des Camerounais et des métiers qu'il y a au Cameroun. On catégorise les métiers et on fixe des montants de contribution dans chaque catégorie de métiers pour que chaque Camerounais qui veut accéder à des soins gratuits sache ce qu'il doit apporter à la caisse de sécurité santé. Et chaque Camerounais va être obligé de le faire sans qu'on ne l'oblige, puisqu'on va simplement subordonner l'accès à tout service public à la présentation de sa carte à jour de contribution à la caisse de sécurité santé. Voilà par exemple quelque chose. Mais la santé en question, d'une communauté à l'autre, d'une région communautaire à l'autre, ne sera pas la même. Parce que nos réalités médicales ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes pathologies. Selon qu'on est dans, je ne sais pas, le Mayo d'Anaï, ou selon qu'on est dans le Kunki, ou selon qu'on est dans la Villa. On est d'accord. Là, je ne vous apprends rien. C'est une réalité. Et la façon de traiter ces maladies n'est pas la même. Et même s'il faut développer des industries pharmaceutiques, ce ne sera pas la même chose. Vous comprenez? Maintenant, vous voyez donc comment le fédéralisme communautaire vient rattraper la sécurité, l'assurance maladie. Si on rentre dans l'industrialisation, un autre aspect de notre programme, qui est le multiplicateur industriel, parce que nous pensons que il y a 7 pôles que nous avons développés, pôle agro, pôle je ne sais trop quoi, pôle énergie, ainsi de suite, pôle mine et autres. Il faut que nous rentrions dans la transformation à outrance. Mais cette transformation, une fois de plus, va obéir encore aux habitudes coutumières et traditionnelles. Le système éducatif, par exemple, que nous voulons changer. Nous n'inventons même pas la roue. Nous disons que le système éducatif qui est appliqué actuellement, en tout cas le calendrier, pour prendre par exemple le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire tel que nous l'avons maintenant, on ne peut pas continuer, il est calqué sur l'Occident. Nous allons en vacances maintenant parce qu'on est en été là-bas et qu'on va en vacances. Alors que nous, on n'est pas en été. Notre été va commencer en novembre, décembre, par exemple. Est-ce qu'on est obligé de se calquer sur leur été, ainsi de suite? Non. On peut revoir notre calendrier scolaire qui, lui, va donc obéir une fois de plus encore à nos réalités. Lorsqu'il va falloir construire les salles de classe, est-ce qu'on peut construire les salles de classe au sud comme au nord?
alors que les climats ne sont pas les mêmes. C'est tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez axé les politiques publiques sur les réalités identitaires, sur les réalités géographiques, eh bien, ça change tout. Les politiques publiques deviennent donc adaptées. Et en cela, donc, on va retrouver simplement ce qui se fait, comme je disais tout à l'heure, au Canada. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, en Belgique ou en Espagne. Je ne suis pas si loin que ça. Où les politiques publiques épousent les réalités de chaque province et de chaque région. C'est tout. Donc, c'est lié, en fait. Bon, maintenant, il y a des questions qui sont forcément détachables. Par exemple, la question de la plurinationalité. Ça n'a rien à voir avec la forme de l'État. Ouais. On est d'accord. Lorsque nous disons que vraiment, il faut donner la plurinationalité aux gens, les Camerounais, on ne peut pas avoir plus de 6 millions de Camerounais à l'étranger, des gens qui se sont intégrés partout dans le monde, et on leur demande des visas pour rentrer chez eux. Il faut la plurinationalité. Donc, je viens de vous dire là, vous voyez que de façon enrobée, j'ai évoqué 3 ou 4 autres propositions qui ne sont pas strictement liées au fédéralisme communautaire comme ferment idéologique, mais qui sont ramifiées à ce fédéralisme communautaire dans leur implémentation. Voilà ce que je pouvais en dire, M. Oumar. Oumar, j'espère que vous êtes satisfait. Comment ça fait? On peut donner la parole à quelqu'un d'autre? TikTok, donnez la parole. On va vraiment, allez-y, plus de longues questions parce que c'est fait tard là. Voilà, et quelqu'un qui revient, oui, il a raison, quelqu'un qui revient sur le calendrier scolaire. Oui. On ne peut pas avoir le même calendrier scolaire au nord comme au sud, c'est pas possible. Et heureusement, on n'invente rien parce que c'était déjà le cas avant. Dans cet ouvrage, on revient là-dessus, on fait l'historique des calendriers scolaires au Cameroun. Si seulement les gens pouvaient le lire, ça serait très intéressant. Merci Sophia de me passer la parole. Je ne sais pas si je peux commencer à intervenir. Oui. Je peux? Oui, allez-y. Ok, très bien, merci beaucoup. Bonsoir, honorable Kabali. Soyez, voilà, parce que c'est fait tard, on va donner la parole à tout le monde. Je n'aime pas beaucoup les questions. Je ne suis pas très intelligent comme ses compatriotes. Vraiment, je vais poser ma question simplement. Mais honorable, vraiment, on vous accuse d'être traître, tout ça. Et pourtant, c'est vous qu'on trahit. Hein, c'est vous qui êtes le plus trahi parmi les gens qu'on observe dans l'échiquier politique là. Moi, je ne vais pas citer trop de noms. Il y a tous ces mais et autres à qui vous avez donné votre confiance, qui vous trahissent en démissionnant après avoir eu le mandat. Il y a tous ces cadres du parti, Jacques Bertrand, maître honorable, je vais dire honorable Foster, qui vous trahit d'une certaine manière en ne respectant pas les consignes du parti ou alors en vous accusant d'une... Bref, c'est vous qui devez être celui qui se plaint le plus normalement. Je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas si vous allez nous sortir une autre fable pour expliquer comment vous réussissez à vous en sortir face à ce genre de situation, mais j'estime que vous avez beaucoup de matière pour vous plaindre. Mais c'est pas ma question. Ma question est celle-ci. Honorable, vous présentez généralement dans le mécanisme de la communication sur le point principal de votre projet politique qui est le fédéralisme communautaire. Vous mettez davantage en avant l'organisation administrative et politique de cette chose-là. Je comprends, parce que c'est l'organisation de l'État, c'est quelque chose de costaud, donc peut-être il faut expliquer. Mais je me demande, et c'est là que ma question arrive, est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous articulez la communication dans cette orientation-là, vous parlez davantage aux élites, peut-être c'est ce qui explique que vous allez rencontrer plus les chefs, et ainsi de suite, plutôt qu'aux gens du peuple comme nous qui ont faim. Et je sais que dans votre projet, il y a une forte dimension économique. D'ailleurs, pendant la campagne, vous avez davantage parlé de la partie économique avec les investissements au niveau des départements qui vont devenir des régions, effectivement. J'avais tellement apprécié le discours au niveau de l'achat des engins mécaniques pour l'agriculture et tout. C'est tellement pertinent que je me demande, honorable, est-ce que en articulant plus sur la partie
qui va rassasier les uns et les autres, vous ne fédéreriez pas un maximum de peuples, de populations, non pas en voulant cacher l'aspect complexe de l'organisation du territoire, mais comme c'est complexe, les gens ont du mal à comprendre et ça fait des débats peut-être inutiles pour le résultat politique que vous attendez. Et le dernier aspect dans cette dimension-là, c'est quel est votre commentaire honorable sur la gestion de l'or de notre pays et concrètement dans le champ du fédéralisme communautaire, comment seront gérées les ressources dont certaines régions en auront certainement plus que d'autres. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein, Sophia, c'est pas beaucoup discuté, non? Alors, ok, le nom c'est TikTok Suite. Bon, voilà. Donc, ok, ben, merci beaucoup pour ces questions-là. Et je crois, en réalité, votre première question n'en est pas une, à la vérité. Ça transpire plutôt une suggestion ou une recommandation qui, d'ailleurs, remonte beaucoup de la part de beaucoup d'observateurs sincères qui souvent me disent quand vous axez l'explication du fédéralisme communautaire sur la forme de l'État, sur la reconfiguration de la carte administrative par exemple, et c'est ce que vous dites, même si c'est pertinent, le commun des gens ne capte pas la portée sur leur quotidien. Donc, même si vous dites aux gens, vous vous transformez les départements en régions et qu'on aura 30 régions. Bon, les gens, effectivement, ils cherchent, bon, comment on gagne les emplois là-dedans, comment on mange à notre faim, comment le pouvoir d'achat va augmenter. Et donc, je peux vous dire, moi, je dois plutôt vous remercier d'avoir insisté là-dessus parce que la nouvelle campagne que nous préparons, parce que je publie un nouveau livre bientôt. Je peux vous le dire le titre, mais non, je dis pas. Mais il y a un nouveau livre qui arrive bientôt. Et dans la campagne de diffusion des idées de cet ouvrage, nous pensons qu'on va beaucoup plus insister sur les aspects qui ont une portée. C'est-à-dire qu'on va devoir construire un narratif qui montre l'impact effectif de ce que nous apportons comme réforme dans le quotidien des gens. Parce que vous dites économie, le livre que j'ai là entre les mains, il fait 362 pages, hein, ce que j'ai vu. Et la partie économique, d'ailleurs, ce n'est pas que ça. Mais le chapitre intitulé La libération de la richesse et des emplois va de la page 267 à la page 356. C'est-à-dire pratiquement 100 pages de cet ouvrage sont consacrées au projet économique. Donc effectivement, on fait injustice à ce travail parfois en insistant que sur les parties que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est entendu. Et la dernière préoccupation, c'est sur l'or. Là même encore, nous évoquons la question ici. Vraiment, chers compatriotes, il y a des questions, moi je ne sais même pas, on tourne. Les ressources d'un pays, c'est la fiscalité, douane comprise, c'est les ressources naturelles, c'est les dons et les emprunts. Donc le vrai problème du Cameroun, il est là. C'est que les ressources issues de l'exploitation de notre propriété commune, que le sous-sol, ne passent pas par le circuit du service public. Donc il faut ramener ça dans le circuit du service public. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite quand on a augmenté le carburant, si vous l'avez vu, c'est ce que je dis dedans. La vidéo que j'avais faite sur le fer de Kribi, si vous l'avez vu. Je parle de ces deux vidéos-là parce que je sais qu'elles avaient beaucoup circulé. C'est ça que je dis là-dedans. Nos ressources, nous devons les transformer, chers compatriotes. Prenons l'affaire par le bout qu'on veut. Je dis toujours aux jeunes de mon village que toi, tu vas faire 1 hectare de manioc. Au bout d'1 an, quand tu as récolté, après avoir lutté contre les hérissons, désherbé, tout ce que tu veux, abattu les arbres, tu vas vendre ton sac de manioc à 10 000 francs CFA au marché Mopi à Douala. Je ne sais pas si c'est là-bas qu'on vend ça. Mais
La maman qui achète ce sac à 10 000 prend dans ce sac qui pèse 50 kilos 2 boutures de manioc, prépare ça dans une sauce qu'elle te vend à 2500. Tu viens de manger 2 boutures de ton sac de manioc en donnant le quart de l'argent que ton sac t'a rapporté, simplement parce qu'elle a transformé ce manioc. La valeur ajoutée n'est que dans la transformation de notre bois, de notre or, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous avez posé la question par rapport aux régions. Ça aussi, c'est clairement dit dans ce livre. Vous n'étiez peut-être pas là au début du live, où je disais que quand tu achètes la carte d'adhésion du PCRN à 1000 francs, 400 vont à ta commune de rattachement. Ben, je pense la même chose. Si vous extrayez l'or d'une région, il faut que la région là reste minimalement, et c'est ce que nous disons dans l'ouvrage, avec au moins 30% de ça. Et que les autres 70% servent à la communauté entière. Parce que c'est ce que vous avez. Et le jour où ça n'existera plus, vous n'aurez plus rien. Donc il faut que pendant qu'on exploite ça, que vous-même vous ayez suffisamment pour que vous puissiez construire autre chose, notamment les industries et tout le reste. Donc cette péréquation, c'est pour ça que moi je suis contre l'idée que toutes les ressources sont gérées au niveau central et au niveau de la base. Mais d'ailleurs, quand même on le dit, si vous vous renseignez sur le bois, l'exploitation du bois commande que les communes perçoivent une partie, il y a un prélèvement sur le cubage. Sauf que dans la réalité, ils ne prélèvent, ils ne gagnent rien. Parce que malheureusement, à cause des autorités administratives globales, c'est-à-dire de la préfectorale en passant par le ministère des Forêts, ils font que les maires sont anesthésiés. Donc quand un maire va bloquer un camion pour lui-même vérifier, ils appellent ça le document de transport, là, ça a un nom, pour vérifier le cubage et s'assurer qu'il va percevoir sa quote-part sur ce cubage, le préfet va lui dire que c'est moi qui commande les routes aussi, c'est moi qui arrête les gens ou pas. Laisse-les passer parce qu'effectivement le bakchich est passé par là. Donc voilà la réalité. La réalité, mais là encore, ça demande de revoir les textes sur la décentralisation. Bon, j'aurais pu en dire davantage, comme tout le monde somnole, je préfère m'arrêter là. Sophie va dormir, ne somnole pas en direct. Merci, Président Edash. Lionel, pardon, mettre la caméra, sinon je vais te descendre, Lionel. Lionel, si tu n'avais pas ta caméra, elle va te descendre, vrai. C'est la lettre de voiture, quelqu'un m'a aidé. Je suis alité depuis un mois, donc quand je coupe la caméra, c'est pour que vous ne me voyez pas coucher. Ah, d'accord, j'ai compris. Il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps du genou. Ah, Sia. Exactement. Ok, c'est compris. Ok. Tu peux Combien faire d'interventions reste? Je peux poser ma question ou bien c'était pas moi? Oui, Il y avait Bobé, Lionel, vas-y. Il y avait Bobé là. Non, il y avait Bobé avant toi, pardon. Sinon, il va me taper après. Bobé, vas-y. Ok. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend bien. Oui. Ok. C'est un plaisir immense et je voudrais déjà vous dire, Président, toute la fierté et tout le respect que j'ai à votre égard, parce que si j'ai voté pour la première fois en 2017, c'est 2018, pardon, c'est justement grâce à vous. J'avais déjà ma carte d'électeur bien avant ça, mais je n'avais pas voté en 2011, donc j'ai voté en 2018 grâce à vous. J'ai d'ailleurs été mandataire de la dynamique que vous portiez durant cette élection de 2018-là, dans la commune de Yaoundé 4, dans un bureau de vote à Api, quartier Api, à Yaoundé. Je voudrais davantage axer ma question sur les leçons apprises de, on va dire, ces 3 dernières élections que nous avons traversées, 2018, 2020, 2025. À l'issue, ou du moins, on peut dire, en amont de ces élections-là, les Camerounais, on peut être d'accord tous là-dessus, ont appelé de tous leurs vœux
à ce que les partis politiques de l'opposition mutualisent leurs forces et constituent un bloc unique, fort, peut-être pas tous, mais constituent un bloc fort pour aller lutter contre le RDPC. Malheureusement, on a vu que ça n'a pas été le cas. Et je sais très bien que vous êtes parmi les leaders politiques, si ce n'est le seul, j'ai envie de dire, qui a de cette question-là un véritable cheval de bataille. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas marché. Il est évident que c'est un sérieux problème. Le fait que les partis politiques d'opposition aillent en rang dispersé, notamment pour les élections présidentielles, minimum des élections présidentielles. Donc, j'en viens à la question maintenant, quel est votre regard après ces 3 élections que vous avez traversées, quel est le regard, le jugement que vous personnellement aujourd'hui, de par votre expérience en tant que leader d'une dynamique politique, quel est le regard, le constat, le diagnostic que vous posez face à ce problème-là? Et surtout, le deuxième volet de la question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite? Parce que c'est ce qui est important aujourd'hui, pas des leçons apprises. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite pour que cette dynamique forte, mutualisée, que les Camerounais appellent de tous leurs vœux, puisse enfin être constituée et aller déloger de RDPC. Merci. Ok, Monsieur Bobé, vous me dites le regard que je porte sur quoi? Sur les coalitions ou l'échec des coalitions, c'est ça? L'échec des coalitions. Bon, je crois que j'ai un peu abordé la question tout à l'heure parce qu'elle m'avait déjà été posée. Je voudrais pris sur le pas, donc m'excuse. Non, enfin, moi, vis-à-vis des coalitions, moi, je vais continuer poser des... Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon? Je vais continuer à faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je pense que lorsqu'on va dans une coalition, on y va pour concéder des choses aussi, mais aussi en obtenir d'autres. Donc, je pense qu'une coalition, ça doit se construire d'abord autour d'un projet. C'est-à-dire que si on gagne, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Puis, on doit s'entendre sur les modalités de choix de l'un d'entre nous pour porter le projet commun. Puis ensuite, et enfin, plutôt, des modalités d'exercice de pouvoir ensemble pour nous assurer que nous participons tous à la concrétisation du projet. Donc, c'est en 3 temps. Projet, modalité de choix de celui qui porte le projet, puis modalité d'exercice commun du pouvoir à l'effet de concrétiser le projet. Et moi, je crains que les coalitions qui se font jusqu'ici ne veulent pas respecter ces 3 temps. Les coalitions se construisent souvent d'abord sur un individu et puis on demande aux autres de venir se greffer autour. Et moi, ce type de coalition ne m'inspire toujours pas. Donc on attend des choses du genre, on fait d'abord, on va voir après. Non, moi je fais pas comme ça. Parce que si après, ça se gâte, on peut y laisser tout ce qu'on a construit au préalable. Donc j'espère qu'à l'avenir, les coalitions se feront en 3 temps, comme moi je l'espère. Vous savez, pour 2025, là, vous vous rappelez peut-être pas que j'ai donné une interview à RFI, à M. Christophe Boisbouvier, et il m'avait demandé, lorsqu'à l'époque je militais à l'ATP de M. Olivier Millet, il m'a demandé si j'étais prêt, moi, à abandonner la candidature et à me mettre derrière quelqu'un. J'ai dit oui. Et il m'a demandé qui. J'ai dit M. Akere Mouna. Vous vous rappelez? Oui, bien évidemment, je me rappelle. Alors, dites-moi qui d'autre, parmi tous ces candidats-là qui parlaient de coalition, ont publiquement, qui d'autre a dit publiquement que lui, il était prêt à abandonner son ambition pour un autre?
Voilà. Donc, faites-vous On a une quand idée. même M. Limbilobé qui avait, on ne peut pas dire qu'il était président d'un parti politique, mais il s'est quand même prononcé aussi pour Akérémouna. Oui, mais moi, je te parle des gens qui sont à la tête de dynamique politique, qui peuvent aller aux élections. Et si tu es à la tête d'une dynamique politique, tu n'as même pas d'élu, tu peux pas aller aux élections. C'est quand tu dis que tu vas te mettre quelqu'un, tu vas abandonner ton ambition, tu vas d'abord réaliser ta propre ambition, comment tu vas pas pouvoir le faire. Sortons des lubies. Parce que vous avez effectivement une série de gens. Mais il faut savoir respecter les efforts que fournissent les autres. Avoir un seul élu au Cameroun, c'est pas donné, hein, c'est une grâce. Ça s'obtient au bout d'un travail dans le contexte qui est le nôtre, c'est pas évident. Donc voilà, je vous ai dit comment moi je vois et je vous ai dit comment je vais continuer à aborder cette question de coalition. Ok. Merci à vous, monsieur Moubé. Merci. Alors, c'est qui maintenant, monsieur Dandé ou monsieur... Tu vas déjà te faire descendre. Je crois que c'est Lionel qui pose la question après. S'il vous plaît, après les personnes, on va encore prendre 2 personnes seulement. 2 personnes. Et après, Qui sont là? Qui sont là? non, 2 personnes en bas. Les personnes qui sont déjà en haut vont faire, mais encore, on prendra encore 2 personnes en bas et c'est terminé. On va clôturer le live. S'il vous plaît. Okay. On travaille demain. Lionel. Ok, bonsoir. Tu es obligé de rester là. Je te vois somnoler. Il faut aller dormir. Hein. Non, il faut qu'il reste. Il doit écrire pour Jeanne. Bon, ma question est très rapide. Elle va prendre 30 secondes, mais juste avant de poser ma question, j'ai 2 choses à dire par rapport à ce qui a été dit avant. La première chose, c'est que quand on parlait du programme économique du PCRN dans le livre, ce que j'ai vu pas mal de commentaires où les gens disaient que les Camerounais ne lisent pas des livres. Pendant les élections, pendant la campagne, on a fait plusieurs fiches sur les différents aspects de notre programme qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, parce qu'on a partagé ça sur les réseaux sociaux, pendant des fiches très synthétiques où sur une fiche on peut comprendre en 2-3 minutes par exemple le programme économique que j'ai d'ailleurs utilisé plusieurs fois quand je passais sur les plateaux télé. Donc c'est vraiment très très efficace, très synthétique et c'est accessible à tout le monde. Deuxième chose sur l'ATP. On parlait tout à l'heure de l'ATP et j'ai signalé dans le live, la présidente, je pense que vous n'avez pas vu, qu'il y avait Hubert Volo de l'ATP qui était connecté tout à l'heure, qui vous a passé le bonsoir. Bon, vous n'avez peut-être pas vu dans les commentaires, mais qui était un membre de l'ATP. J'ai moi-même assisté à quelques réunions de l'ATP, donc on le salue aussi en passant. Alors donc j'avais une question un peu décalée. C'est vrai que peut-être que ma question a déjà été posée. J'habite actuellement dans le village du DGA de Sokadel, qui a d'ailleurs organisé une messe hier, une messe d'action de grâce pour sa nomination, mais on a eu une coupure de courant pendant 3 heures, donc à un moment donné j'ai été un peu coupé du live, donc je ne sais pas si ma question avait déjà été posée, mais j'ai une question qui est très rapide. Le Cameroun, les Lions sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN féminine et on va jouer l'Algérie. Quel est votre pronostic, président? Pour nous les gamboteurs. Je crois que les Lions vont gagner, mais ça va être difficile parce que la CAN se joue au Maroc. Et que je présume que à partir des demi-finales, surtout avec les équipes maghrébines, les stades vont être cette fois moins vides qu'ils ne l'étaient jusqu'ici. Donc le coup de pression sur nos Lions. Ah non, quelqu'un dit en bas qu'on va jouer le Maroc plutôt. Non, on joue l'Algérie. Le Maroc, ce serait plutôt en finale. Ah ben, tu vois, nos pronostics se rejoignent. Si tu vois qu'on va jouer le Maroc en finale, ça veut dire qu'on va gagner l'Algérie en demi-finale. Tu as mon pronostic. Ok. Mais il faut le score exact. Je dirais, j'ai vu les Lions jouer aujourd'hui. Je pense, elles ont beaucoup défendu quand même aujourd'hui. Mais j'ai senti quand même un peu de fébrilité des fois. Mais elles ont vraiment beaucoup défendu. Quelqu'un insiste en disant non, c'est le Maroc. Tout le monde dit tu te trompes, c'est le Maroc. Bon, sur la CA TV, en tout cas, ils ont annoncé l'Algérie, hein, donc c'est que la CA TV s'est trompée. Non, on dit le Maroc. Et si c'est le Maroc, c'est chaud. Hein.
c'est chaud, hein, là, le stade sera archi comblé. Et puis, mais j'y crois. Et je crois que c'est dans ces moments-là que ça devient intéressant parce que les Lions, je crois, ils ont été repêchés déjà. Elles n'étaient pas qualifiées. C'est lorsqu'on a étendu le format qu'elles ont été repêchées pour une équipe. Le Mali qui a été repêché comme nous est déjà éliminé. Donc, je crois que les Lions, là, maintenant, là, elles sont dans un niveau de fighting spirit très élevé. Et quand on veut gagner une CAN, ben, il faut gagner les matchs comme celui contre le Maroc. Et moi, je dis 2-1, 3-1, par là. 3-1. Non, 2-1, 2-1. Bon, je peux mettre mon argent sur le 2-1 alors. Merci. Ouais, ouais. En même temps, si tu gagnes, on partage. D'accord. Lionel, ça te rate. Je perds, on partage les cartes aussi. Ouais. Merci, Président, merci. Merci. Ok, Julio. Ok, Daimous, et Dash, c'est toi qui vas fermer le palais, c'est toi que je ne te donne pas la parole là. Après toi, là, on ferme. Daimous, vous avez tellement insisté en bas, on vous donne la parole. Après, c'est Jules. Micro, Daimous, micro. Après, c'est Jules et on ferme. Parce que, attendez d'abord, Daimous. Tous les détracteurs qui sont en bas, sincèrement, je suis désolé. L'honorable Cabral a tenu un live de plus de 3 heures de temps. Nous vous avons donné la possibilité de monter, de poser vos questions, de faire vos remarques, de lui donner vos feedbacks. Vous n'êtes pas monté. Donc, il y a Nicolas Ouéa qui veut monter. Donc, Nicolas, tu es la dernière personne. Dès que Daimous finit, je le fais descendre, vous montez. Et Dash va fermer le live parce que demain, parmi nous, il y a des gens qui vont au boulot. Merci. Oui, bonsoir Président, bonsoir à tous. Hein. Bon, Daimos, c'est mon pseudo sur Internet, docteur Antoine Maélé. Alors, Président, ma question a déjà été... On se connaît. Oui, bah, je suis le frère de votre vice-président, président. Le frère aîné. Ok. Ma question a déjà été répondue hein, sur les objectifs du PCRN pour les législatives. Donc, je suis candidat à la candidature pour Océan Sud. Et ma question, c'est qu'est-ce qui est fait pour encourager de manière factuelle hein, les Camerounais à être candidats aux municipales, donc comme conseillers municipaux et aussi donc comme députés. Moi, personnellement, ayant participé en tant que mandataire en 2020 dans un bureau où le PCRN n'avait pas de candidat aux législatives, je m'étais engagé à être candidat à la prochaine élection. Donc, c'était déjà pour moi un challenge qui était dans les téléchargements depuis. Mais maintenant, pour les autres, au niveau du parti, qu'est-ce qui est fait? Je vois votre déploiement dans votre circonscription, mais pour les autres partis du Cameroun, pour le Cameroun profond, qu'est-ce qui est fait de manière stratégique? C'est un peu ça ma question. Et je termine avec les suppléants pour lesquels, bon, il y a la caution d'1 million apparemment à payer, mais factuellement, les suppléants ne remplacent pas le candidat en cas de décès. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé pendant votre mandature? Merci. Oui. Merci Antoine. C'est un combat que j'ai mené à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le PCRN est le seul parti politique qui a institué des rémunérations pour les suppléants. Tout à fait, tout à fait. On est les seuls au Cameroun à le faire maintenant. Donc, et nous pensons, on a fait une étude comparative. Dr John Nyobel, qui était là tout à l'heure, qui est député suppléant de l'honorable Ndjip, a porté cette cause auprès d'autres suppléants, d'ailleurs, d'autres partis politiques. Ils ont même déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale. On a porté cette cause autant qu'on a pu, mais on a eu des résistances du côté de la majorité. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, c'est un combat qu'on va continuer à mener. Qu'est-ce qui est fait pour inciter les gens à être candidats? Ben, c'est déjà la sensibilisation que nous faisons là. Bon, là où je peux aller moi-même, je le fais. Et je demande aux autres cadres du parti, les vice-présidents, les secrétaires nationaux, les départements, les régionaux et les départementaux, les communaux, à continuer la sensibilisation auprès de la base. Il faut inciter les gens.
il y a quelques mois, lorsqu'on s'attendait à la convocation du corps électoral avant la prorogation des mandats, nous avons mis en place une commission et nous avons demandé d'inciter les gens à déposer déjà les dossiers. Parce que lorsqu'on dit aux gens de constituer les dossiers et de les déposer, même de façon incomplète, hein, parce qu'il y a des pièces qui ont une durée de vie limitée, c'est généralement 3 mois, mais pour les pièces qui ne sont pas frappées par cette caducité dans le temps, on leur demande de constituer ces dossiers. Donc le fait que les gens s'affairent à constituer les dossiers est une forme d'incitation. Mais de toute façon, le narratif qui est le nôtre, c'est celui de dire aux gens, les fonctions électives ne sont pas réservées à une catégorie de la population, c'est pour tout le monde, il faut y aller. Donc c'est encore une fois de plus dans le discours, dans le narratif, rappeler aux gens que le combat, il ne faut pas seulement le mener pour Cabral Libi, pour la présidence, on n'y est pas encore, mais chacun d'entre vous, au niveau de l'Assemblée, pour ceux qui pourront y aller, on peut essayer de changer les choses. Au niveau de la commune, si on a la gestion d'une commune, et nous avons d'ailleurs, nous n'hésitons pas à partager aux gens les résultats que nous essayons d'engranger dans les 7 ou 5, parce que 2 sont partis, dans les 5 communes qui sont restées sous l'escarcelle du PCRN, et même d'ailleurs ceux qui sont partis, ce sont avec l'esprit PCRN, ils ont des résultats pour moi. Donc nous disons aux gens, voilà déjà, en 2020, on nous disait, oui, ils n'ont jamais rien géré et tout. Maintenant, ce n'est plus le cas. J'ai été député avec 4 autres camarades. On a vu ce que nous sommes capables de faire à l'Assemblée par notre vision et notre projet, notre programme. On a vu au niveau local ce que les maires qui essayent d'appliquer le programme du PCRN, les idées du PCRN, on voit les résultats, notamment la révérende insistait tout à l'heure sur l'aspect humain. Mais on voit bien que chaque fois qu'un maire va avoir à l'esprit que son mandat, sa mission, c'est d'alléger les souffrances des gens, on voit qu'il fait mieux que d'autres. Il ne faut pas seulement avoir le nez sur les marchés publics, les petites prébendes et quelques rentes. Non, on est d'abord là pour alléger les souffrances des gens. Voilà ce que nous essayons de faire. Très bien, merci Président. Et puis, je pense à vous pour la préface de mon ouvrage, donc je vous rencontrerai bientôt. Pas de souci, Antoine, c'est avec plaisir que je pourrais gribouiller quelque chose. Merci, Damus. Alexis, allez-y, vous avez tellement demandé, insisté, allez-y, Alexis. Après, vous, la Rose, après toi, après ça, c'est Dash. Ok, d'accord. Et à Nicolas, hein? Ok, bonsoir honorable, bonsoir maman Alexis. Bonsoir. Bonsoir maman Sophie, bonsoir. Merci de m'avoir quand même fait monter après 4 heures d'attente. Donc je vais... Même si c'est 7 heures, tu vas attendre. J'ai pas de choix, en tout cas. Voilà. Bon, je vais revenir sur une partie qu'on a bizarrement parlé, il était 20 heures. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de poser ma question immédiatement concernant l'absence du président de la République. Ça fait 60 jours, plus de 60 jours aujourd'hui. En réalité, monsieur l'honorable, quand je dis honorable, ça veut dire que je vais faire appel à votre casquette de député au nom du parti ou bien de président du parti. Alors, honorable, est-ce que, en tant que député, vous avez la réelle situation exacte du président de la République concernant sa santé? Parce que tout ce qu'on voit sur les médias là, ce sont les déclarations des médias qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas fondées sur un plan fixe. Ça, c'était la première question. La deuxième question, qui est plus profonde, est la suivante. Qui reste concrètement les prérogatives liées à la présidence? Quand je parle de prérogatives, je veux dire quoi? Je vais mettre en évidence qui signe les décrets, soit les invités à l'audience, plus profond encore, qui signe les emprunts que le Cameroun pourra éventuellement concréter à l'extérieur. Parce que on peut accepter qu'un ministre signe un décret portant nomination d'un sous-préfet. Lui, ça, les Camerounais peuvent encore accepter. Mais un Camerounais va voir qu'un ministre a signé un papier où on autorise un prêt à l'extérieur de 200 milliards. Là, ça devient compliqué. Quels sont En fait, qui exerce ces prérogatives? Est-ce qu'il y a des personnes? Il y a des personnes qui exercent, qui peuvent gérer ces choses-là. Ça revient à nous questionner en réalité sur la présence vraie, ou bien, comment je vais dire ça, rôle exact, voilà, du président de la République, parce que
Si déjà il y a des gens qui sont capables de faire tout qui sont capables d'exercer toute la fonction du président de la République. Ça veut dire en réalité que le président il y a le décret portant nomination des sous-préfets là. Portant nomination d'un vice-président étant hors du Cameroun. Attendre que donc voilà, le président est en vacances. Et d'autres ministres sont venus dire en fait, si le président est en vacances, étant fonctionnaire, on ne peut pas être en vacances et signer un décret en fait. Ok, entendu. La vérité, je vais aller très vite. Hein. En tant que député, j'ai aucune information sur sa santé. Le statut de député ne nous donne aucun droit sur la santé du président. Et il n'y a aucun texte au Cameroun qui oblige le président de la République à informer les députés de son état de santé. Voilà. Et pour tout vous dire, honnêtement, je ne peux que lui souhaiter longue vie et bonne santé. Les prêts, le président mandate, délègue le pouvoir de contracter les prêts. Mais ça s'est toujours fait. Depuis la nuit des temps. Ministre de l'économie. Ça, c'est vieux comme le monde, ça s'est toujours fait. Et même ça a un fondement légal. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à ce propos. Maintenant, la question futurologique et prophétique. Bon, alors, oui, je comprends. Elle n'est même pas futurologique. Elle est structurelle. Tu me demandes, est-ce que le président de la République peut nommer un vice-président en étant hors du Cameroun? C'est ça, non? Non, la question est tout court. Est-ce que le président peut nommer étant hors du Cameroun? La réponse est oui, puisque ça s'est fait. Sauf si toi, tu me démontres que ça ne s'est pas fait. Il a nommé des généraux il y a quelques jours, des officiers supérieurs. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas généraux sont devenus généraux. On se comprend? Donc il a promu des officiers supérieurs dans l'armée. Bon, quand on a fini de nommer les généraux étant à l'extérieur, de là à nommer un vice-président, je crois qu'il n'y a qu'un pas. Hein? Je crois qu'il n'y a qu'un pas. Mais bon, comme la vice-présidence c'est quand même une fonction constitutionnelle, et la route est tellement mauvaise au niveau de... Nicolas Weah fait quoi sur la route à l'est? Bon. Donc, voilà, je ne saurais quoi vous dire. Hein. Je me dis, non, il a nommé les généraux. C'est bien sa signature qu'il y avait, non? Et c'est écrit en bas, fait à Yaoundé en plus. Donc, ça veut dire qu'on a posé les cachets à Yaoundé. Parce que quand on dit fait à Yaoundé, ce n'est pas dit signer à Yaoundé. Parce que j'ai aussi suivi le débat. Ouais, moi-même, j'aime parfois les débats de chiffonniers. Hein. Mais quand on dit fait à Yaoundé, c'est le document qui est fait à Yaoundé. La signature n'est pas forcément apposée à Yaoundé. Parce que j'ai suivi dans un média là, un débat, oui, pourquoi ici en France on me fait à Yaoundé? Il dit non. Est-ce que c'est écrit signé à Yaoundé? C'est fait à Yaoundé. Le document a bel et bien été fait à Yaoundé. Il est parti en France ou en Suisse pour signature et il est revenu à Yaoundé pour publication. Donc, dans une réflexion juridique mécanique,
on peut très bien arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun souci à ce qu'un document fait à Yaoundé soit signé à Genève. Donc, honnêtement, je n'en sais rien. Mais je pense quand même que la fonction vice-présidentielle étant une fonction constitutionnelle, je me dis quand même que pour des égards vis-à-vis de la Constitution, je ne pense pas qu'il oserait nommer un vice-président étant à l'étranger. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci, Alexis. Bagaré. Normalement, Nicolas a demandé les vidéos. C'est quoi le problème? Nicolas et moi, s'il vous plaît. J'ai tout essayé, mais la vidéo ne s'active pas. La caméra, on ne refuse pas de mettre la caméra, mais ça me dit que vous ne pouvez rejoindre ce live qu'en audio. Ok. Vous n'avez pas suffisamment d'abonnés. Bon, Nicolas, tu vas aller vite. Et puis, Jules a dit qu'il veut, s'il vous plaît, souffrez du fait que je laisse Jules monter parce qu'il a dit qu'il veut présenter la task force. Et ce sont les derniers. Après, ça, c'est... je crois qu'Alexis a déjà parlé, non? Oui, okay, merci. Sonia, rapidement, Jules et puis Dash, on va conclure. Merci, Sophie. Je tiens à demander des excuses à... Vous m'entendez bien, non? Oui. Voilà, je tiens à demander des excuses à tous les camarades, vraiment, parce que je n'ai pas la caméra. Mais je vais essayer de résoudre le problème pour la prochaine. Je vais être très rapide, Sophie. Bonsoir, Président. J'avais 6 questions, mais les camarades ont posé, je crois, 4. Donc, il m'en reste 2 et demi. La demi, c'est que, premièrement, vous avez tendu une perche tout à l'heure à Loïc quand il présentait le système sur la photo de quelqu'un qui avait disparu. Et tout à l'heure, le camarade TikTok a aussi parlé un peu de ça. Donc, je vous pose la question. Une ex-future camarade a créé une association, un parti, Impact 100. Question simple. Est-ce qu'on vous a appelé pour vous en parler ou est-ce que vous avez été tenu au courant? Première question. Demi-question. La deuxième question, c'était sur la task force. S'il y a quelqu'un qui va en parler tout à l'heure, je peux sauter cette partie-là. Mais juste un petit décalé. À Ezeka, président, vous aviez dit qu'il y a des camarades qui veulent même qu'on fasse un congrès. Moi, je pense que comme il y a élection locale en 2027, le congrès ne serait pas mauvais en fin d'année pour booster notre élection locale et honorer même ceux qui seraient choisis. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, vous, personnellement? Troisième et dernière question, personne ne l'a posé, c'est sur l'argent, président. Justement au début de la task force que j'avais présenté et je tiens beaucoup à ça. Parce qu'on le fait souvent, on le dit, moi je vois vos déplacements, je vois comment on peine parfois à vous recevoir. Il faut qu'on ait les moyens. La politique, c'est les moyens. Et vous faites partie de l'un des rares politiques qui n'a pas peur d'en parler. Vraiment, il faut qu'on impose ça pour qu'on puisse avoir des budgets annuels de 700 millions, comme je viens de le démontrer. Merci, Président. Et toutes mes excuses aux camarades pour la caméra. Alors, Nicolas, je vais te répondre tout de suite parce que je crois que ça va aller très vite. Tu es dans la task force, non? Voilà. La task force est cette instance qui a été mise en place après l'élection présidentielle pour réfléchir aux forces et aux faiblesses du parti et définir, in fine, une feuille de route. Donc, si le congrès est pertinent, inscrivez-le dans les perspectives de la task force. S'il faut instituer une cotisation annuelle des militants ou des sympathisants, surtout maintenant qu'on a une plateforme qui permet de faciliter ce genre de choses et d'asseoir la transparence dans la dévolution de cela, proposez-le dans la task force. Moi, puisque tu m'as posé la question à moi, je te dis tout de suite que je suis d'avis, hein.
qu'il y ait un congrès en fin d'année. Parce que le congrès a cet avantage de mobiliser. On voit bien que ça nous a remis en selle après nos persécutions en mai 2025 en Kolafamba. Donc, je suis d'avis. Moi, j'achète le projet de congrès à titre personnel. J'achète même le projet de cotisation. Moi, après tout ce qui s'est dit, et puis de toute façon, on grandit. Il faut éviter tout ce qui est flou autour de l'argent. Donc, grâce à la plateforme, maintenant, nous sommes sûrs que les mouvements d'argent seront, j'ai envie de dire, presque publics. Et que les péréquations sont maintenant numériques, c'est automatique et c'est numérique. Donc, moi, j'achète. Donc, mais l'idéal serait que tout cela figure dans le travail de la task force. La task force est bien placée pour savoir que je me suis ce qui s'y fait. Maintenant, sur le mouvement Impact 100, c'est ça, non? Oui, en effet, j'ai vu dans les réseaux sociaux une de nos députées dans les photos qui circulaient au lancement de ce mouvement. Mais de ce que j'ai lu, je ne crois pas que c'est elle qui a lancé le mouvement. Même si elle en fait, elle a pu répondre à ta question, même si c'est elle qui en fait, elle en est membre, mais je ne crois pas que ce soit elle qui a. Mais dans les deux cas, ta question principale c'était est-ce qu'on en a parlé? Non. La réponse elle est non. J'ai découvert comme vous dans les réseaux sociaux. Voilà. Merci et bonne soirée, bonne nuit. Ouais, c'est pas au milieu de la nuit là, il est 1h ici. Bonsoir. Bonsoir, Président. Et comme mon précédent Nicolas, je m'excuse également pour la vidéo, l'absence de vidéo. Bon, avant de parler, déjà on n'est pas autorisé à dévoiler déjà ce qui se fait à la taxe jusqu'à la rédaction du rapport final. Je voudrais d'abord parler du projet qui nous amène ce soir, la plateforme du site PCRN. Je voudrais demander, j'ai plus vu des interactions entre la diaspora, celle qui est en Europe, Amérique, et ceux qui sont au Cameroun. Qu'en est-il des diasporas qui sont dans le reste de l'Afrique? Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour qu'ils puissent s'inscrire? Je prends mon cas par exemple, j'ai commencé à travailler avec la taxe étant au Cameroun et à la fin du mois de mai, j'ai dû me déplacer pour l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai eu donc du mal à payer ma cotisation en ligne parce que je ne peux pas utiliser le OM ou le MOMO étant ici. Donc est-ce qu'il y a des mesures particulières aux camarades sympathisants ou alors aux camarades qui sont dans un autre pays d'Afrique? Je sais qu'en Europe et en Amérique, c'est assez facile. Cette question s'adresse beaucoup plus à Loïc et à Steve. Malheureusement, je ne suis pas là. Hein. Je ne vois ni l'un ni l'autre. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je présume que tu as leur numéro. Si ce n'est pas le cas. Oui, j'ai leur numéro. Et voilà. Je pensais qu'ils étaient là pour que je puisse poser le problème parce que peut-être d'autres camarades peuvent être dans la même situation. Oui, je suis sûr que c'est le cas. Ah, mais on va discuter de qui est là. D'accord. Steve va répondre après, je vais finir ma question. Enfin, ça, comme je disais au départ, Zégui, on n'est pas encore autorisé à dévoiler ce qui se fait dans la task force, mais sans vouloir trahir un secret de Polichinelle, c'est que beaucoup de camarades, sinon on ne va pas dire seulement les Camerounais en général, mais où ça fait mal, c'est beaucoup de camarades regardent encore la politique au Cameroun, regardent encore le PCN comme si c'est une affaire de Cabral. On l'admire comme un trophée qu'on présente à tout le monde. Or, le président nous a toujours dit qu'il souhaite une nouvelle génération de politiciens, une nouvelle génération de politiciens engagés, de militants engagés. Donc, cette plateforme qu'on est en train de mettre sur place, elle ne va pas fonctionner d'elle-même. Elle va fonctionner avec l'appui et l'accompagnement de tous les camarades. Et je parle du sommet. C'est un peu désolant quand on a commencé le live, quand le président faisait allusion aux cadres du parti qui ne sont pas encore enregistrés sur la plateforme. Il y a bien un problème de discipline où
je ne sais pas, le président l'a dit de façon ironique, mais je ne sais pas si après ce live, il va poser une action par rapport à ces hauts cadres-là qui n'ont pas encore suivi la procédure pour être présents en ligne. Le camarade Nicolas vient de parler tout à l'heure d'environ 60 000 militants acquis à notre cause, mais on est encore autour de 2000 qui sont enregistrés sur la plateforme. Cette plateforme est l'occasion pour nous d'être un parti véritablement moderne, mais il ne sera moderne que si tous les militants se donnent au jeu, s'enregistrent et acceptent de suivre la discipline du parti. C'est vraiment la discipline du parti qui nous a fait échec jusqu'aujourd'hui, et sera l'une des grandes résolutions de la task force, justement, c'est d'insister sur la discipline, sur le respect de la hiérarchie et sur le militantisme même de chacun. Parce qu'on a encore beaucoup trop de militants qui sont des observateurs, ils sont des politiciens derrière leur téléphone, ils n'agissent pas, ils n'assistent pas au meeting, ils n'assistent à rien, ils ne veulent même pas s'encarter. Je pense que il est à nous ici, on était près de 5000 sur ce live, à nous tous de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait chacun pour le parti, chaque jour, chaque mois, pour notre parti. Merci à vous. Merci, Président. Bravo, garçon. Bravo. Bon, si vous permettez, je réponds rapidement sur l'encartement. Alors, déjà, il faut savoir que tout est disponible sur la plateforme. Que vous soyez de la diaspora africaine ou européenne, américaine, même au Cameroun, vous avez deux types de moyens de paiement. Vous avez les comptes marchands Orange MTN Money pour ceux qui sont au Cameroun et la partie carte bancaire pour ceux qui sont dans la diaspora. Les adhésions sont statutaires, c'est-à-dire que les prix sont homologués. 1000 francs pour les personnes qui vivent au Cameroun et l'équivalent de 10 $, on verra un petit peu tout ça. Maintenant, pour la diaspora africaine, c'est en discussion sur le montant. Mais en tout cas, tout est possible. Et dans le site, vous avez un numéro vert, vous avez 3 numéros verts. C'est-à-dire que si vous voulez contacter quelqu'un, vous avez une difficulté, vous pouvez contacter pour résoudre un problème particulier. Donc voilà. Oui, c'était un cas de problème. Moi, je ne suis pas de la diaspora africaine. Je milite à Yaoundé 6. Je suis membre du bureau communal de Yaoundé 6. Donc, quand je veux prendre ma carte, c'est pour ma carte. Comme je suis en Afrique de l'Ouest, c'est pour un court séjour. Pas comme l'autre, mais pour un court séjour. Donc, je compte revenir. Mais est-ce qu'il y a moyen de prendre sa carte, de pouvoir payer à distance en étant en Afrique de l'Ouest? C'est ça ma question, en fait. Bah oui, enfin, alors, techniquement, vous payez via quel opérateur? Est-ce que c'est Orange Money? Même par carte Visa. Alors, carte bancaire. Non. Ouais, par Visa, je crois que ça passe. Je pense que le camarade Steve Nkou a été suffisamment clair sur le sujet. Si vous avez une carte type Visa, c'est OK pour le paiement. Et après, on peut se voir en inbox pour les modalités pratiques de règlement, camarade, je pense. Je pense qu'on avance quand même dans la nuit. Et chaque travail... ouais, parce que là, il est 1h du matin ici, 2h chez vous. Donc, voilà. Je crois qu'on doit pouvoir arrêter à ce moment bien précis. Et Dash, tu conclus le live ou... Juste, j'ai pas prétention de conclure, tu concluras, ma camarade Sophie. Sauf pour profiter de la plateforme, pour dire que le 22 août, au bois de Vincennes, le PCRN de la coordination France organise un moment de convivialité avec les camarades d'une part, mais également tous les compatriotes camerounais de la diaspora. On va faire un barbecue pour passer du temps ensemble, comme on disait, éventuellement papoter sur des sujets toujours d'intérêt national. Donc ça, je profite de la plateforme pour passer le message. Les Camerounais et les Camerounaises qui sont très nombreux actuellement en vacances dans la cité capitale française sont conviés à nous rejoindre pour ce temps d'échange-là. Moi, c'est ce que je voulais passer comme message. Remercier l'honorable pour le grand temps pris de nous avoir entretenu sur les sujets d'actualité, comme il a fait apporter les précisions et les clarifications là où cela était nécessaire. On a toujours du mal à se séparer de lui, mais il faut bien qu'il se repose. Dernier point,
également, c'est de dire que nous avons notre plateforme qui nous est dédiée. Les curieux doivent s'y rendre, ils auront un certain nombre d'informations. C'est bon. Voilà. Donc, je pense que Joël Julio a tranché le débat. Donc, voilà, Sophia. Jean dit qu'il faut chanter l'hymne du parti avant de se séparer. Jean, tu blagues. Eh ben non, on est fait. Non, en tout cas. On va chanter ça. Jean, on va aller chanter ça à Kaikai. Hein? Ok, président, au nom de Pink Info, nous vous disons énormément merci. Et de rappeler aussi aux camarades, pour faire la même occasion pour dire aux camarades que nous sommes vos camarades, nous sommes disposés, vous avez des messages à passer, nous, Pink Info est là, vous avez besoin d'une équipe sur le terrain pour aller faire vos activités, contactez-nous, sollicitez-nous, nous serons toujours là. Bon, maintenant c'est les candidats pour chanter l'hymne du parti. Paola est restée jusqu'à la fin, là. C'est que je vois. Ouais. Ah non. Jean lui dit qu'il peut pas quelque chose. C'est le mot de fin du président, s'il vous plaît. Oui, mais Julio, c'est toi qui dois fermer, non? Ah, non, je peux rien à dire. On a passé un bon moment, comme je les aime bien. Bonne nuit à tous et comme disait l'autre qui présentait, je ne sais pas quelle émission, vous pouvez éteindre les télévisions et reprendre une vie normale. Donc, d'abord. Voilà, Patrick Bravo. Bon, bye bye. Jean-Louis, va préparer ton truc. On attend de voir. Merci. Alors, je dois m'arrêter ça pour là. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Bye, Julio, va te reposer. Il y a un challenge demain. Bye, Sophie. Va bailler et dormir. Mais sortez d'abord, vous qu'on libère la plateforme. De toute façon, le bateau, tu t'en occupes.